Bienvenue dans le débat de France 24. On a coutume de l'appeler la plus grande ferme de France. C'est samedi, qu'ouvre à Paris, comme chaque année, le Salon de l'Agriculture. L'un des événements les plus populaires ici. On attend pas loin de 650 000 visiteurs. Parmi eux, les principaux candidats à l'élection présidentielle, soucieux de s'afficher aux côtés des exploitants. Une manière de rappeler que la France reste bien la première puissance agricole en Europe. Même si l'heure n'est pas à la fête cette année, entre un hiver sec qui promet des récoltes difficiles, des éleveurs encore pénalisés par la crise du lait et de la viande, et surtout maintenant l'épidémie de grippe aviaire qui frappe les élevages de canards dans le sud-ouest. Autant de difficultés dont on va parler avec vous. Mickaël Iribarren, bonjour. Vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne et vous êtes vous-même éleveur de brebis laitières au Pays Basque. Merci d'être avec nous. Christiane Lambert, vous êtes la présidente par intérim de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci également à vous d'être à nos côtés. Je rappelle évidemment les circonstances qui vous ont conduit à prendre la présidence par intérim de ce mouvement après la disparition, c'était le week-end dernier, de Xavier Belin, président donc en exercice de la FNSEA. Vous êtes également vous-même un co-gérant d'une exploitation de 106 hectares de culture, élevage de porc dans le Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous. Thierry Pouche, vous êtes responsable du service économie et prospective de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et enfin, Jean-Christophe Bureau, économiste et professeur à AgroParisTech. Merci à tous donc, d'avoir bien voulu participer à ce débat. Christiane Lambert, qu'allez-vous dire aux hommes politiques qui vous rendront visite cette année dans les allées du Salon de l'Agriculture? 3 mots. Parler d'agriculture. On n'en a pas parlé assez. Dans les primaires, ça a été quasiment absent des débats. Insuffisamment. Dans la primaire de la droite, l'agriculture n'a pas été suffisamment traitée. Les agriculteurs ne se sont pas retrouvés. Dans la primaire de la gauche non plus. Et dans les débats qui se déroulent aujourd'hui, malheureusement, le débat de fond ne vient pas sur le sujet de l'agriculture, mais aussi des artisans, des PME, des entreprises. Donc sur ces grands sujets-là, nous souhaitons qu'ils soient un petit peu plus bavards. Alors nous avons préparé 13 propositions, 13 solutions à voter dans les 200 jours qui suivront l'élection présidentielle et nous allons les leur présenter. C'est le constat que vous faites, vous aussi, Mickaël Iribarren, dans les débats qui ont eu lieu depuis le début de cette campagne. On ignore la problématique agricole et le monde paysan plus généralement au sein de la classe politique aujourd'hui. Je partage en effet, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour de nombreux autres pays autour de nous. L'agriculture aujourd'hui, qui représente 2-3% effectivement de la population active, est très peu visible dans les débats, dans la société en général. Évidemment, au-delà de ça, nous allons faire part du malaise majeur que vivent aujourd'hui tous les paysans de ce pays. Tous les paysans de ce pays, dites-vous. Thierry Pouche, on a aujourd'hui, à travers la France, un véritable problème, on peut le dire, d'économie. Pas seulement d'économie. Sur ces dernières années, on a conjugué pour l'agriculture française à la fois des problèmes économiques dus à une instabilité chronique des prix, à des problèmes sanitaires, plus se greffent là-dessus évidemment par voie de conséquence des problèmes humains, des problèmes sociaux. Donc on a là une conjugaison de facteurs qui précipite l'agriculture française dans une crise assez importante. Oui. Un problème, Jean-Christophe Bureau, de conjoncturel, lié au climat, lié au cours actuel, ou plus généralement, de manière plus globale, aux structures et à l'organisation de l'agriculture en France, au modèle agricole? Alors, ça dépend un petit peu des secteurs. Il y a des secteurs où l'année 2016 a été vraiment catastrophique pour les céréales, par exemple, alors que, grosso modo, sur les 10 dernières années, on a eu quand même 2-3 mauvaises années, mais aussi de très bonnes. Donc là, pour ce secteur-là, je dirais que c'est quand même un petit peu conjoncturel, même si les perspectives à moyen terme ne sont pas très très bonnes sur les prix. Et puis il y a des secteurs où là, on a vraiment des problèmes extrêmement structurels, en particulier en élevage et certains types d'élevage. Oui. Alors on va revenir sur les secteurs en crise plus particulièrement. Peut-être un mot à Christiane Lambert. Dans sa dernière interview publiée samedi, la veille de son décès dans Le Parisien, Xavier Belin avait estimé que le bilan de ce quinquennat n'avait pas été positif pour l'agriculture. C'est un constat que vous reprenez à votre compte? J'étais dans l'équipe de Xavier Belin, nous avons fait ce constat ensemble. Il y a eu un certain nombre de problèmes insuffisamment abordés que nous avions pourtant pointés.
sous la responsabilité de Monsieur Le Foll, déjà un peu avant aussi. Ça fait une dizaine d'années qu'on voit l'agriculture française dévisser sur la scène européenne et sur la scène internationale. Nous étions pays leader en Europe, nous sommes descendus sur la 2e, puis la 3e, puis la 4e marche. En termes d'exportation. Pas seulement, en termes de production, nous sommes premiers, mais en termes de commerce, oui, nous régressons. L'Allemagne a fait le choix de faire de l'agriculture un grand secteur stratégique, ça a donné les moyens. Et c'est vrai que l'Allemagne aujourd'hui nous concurrence sur nos propres marchés. Nous importons beaucoup de porcs, de volailles, de légumes, de fruits d'Allemagne, alors qu'auparavant, c'est nous qui étions exportateurs vers ce pays. Et l'économie est têtue. Nous sommes dans un espace européen où la monnaie est unique. Donc le dumping se fait sur d'autres éléments, notamment sur le volet social et aussi beaucoup sur le volet normatif. Donc pour ce qui est des marchés intérieurs à très forte valeur ajoutée, nous arrivons à sortir notre épingle du jeu. Mais sur les produits basiques qu'on mange par exemple dans la restauration hors domicile, le poulet classique, le lait, les yaourts, le beurre, eh bien ils nous envahissent nos marchés. C'est un problème qui est lié d'après vous aux charges, au contexte réglementaire ou à la question même de la spécialisation de la production et de son organisation en France? Je pense qu'il y a les deux. Nous avons, nous, en France, une agriculture extrêmement diversifiée. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous demandez le bilan de santé de l'agriculture, j'ai envie de vous dire, et je ne suis pas normande, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Si vous parlez des viticulteurs ou des céréaliers, si vous parlez des producteurs d'ail ou des producteurs de fraises, des producteurs de porc ou des producteurs d'oléagineux, on a des situations très différentes. Donc il faut être très précis. Je vois les images derrière vous, ce sont essentiellement des légumes. Cet hiver, les légumes d'hiver vont bien. Il y a eu des saisons où c'était beaucoup plus compliqué. Les producteurs de lait de chèvre connaissent une campagne très positive, mais on a d'autres secteurs qui souffrent. Et sur la question de l'organisation de l'offre, oui, c'est vrai que dans d'autres pays, il y a une seule coopérative au Danemark. Nous avons une foultitude d'entreprises de commercialisation. L'un des leitmotifs de Xavier Belin était de regrouper l'offre, rassembler les producteurs dans des exploitations mieux dimensionnées, en travaillant plusieurs aussi pour des conditions de vie plus favorables, notamment quand on est en élevage, mais aussi se regrouper pour mieux vendre face aux industriels. Vous savez, en France, nous avons 400 000 exploitations, 10 000 industriels, 4 grands distributeurs. Si on n'en arrive pas à rassembler, on ne pèsera pas très lourd. Mickaël Iribarren, c'est aussi votre point de vue. On le sait, la France a perdu à peu près la moitié de ses exploitations, plus de la moitié de ses exploitations agricoles en ces 25 dernières années. Il y a un phénomène de concentration. Est-ce qu'il faut davantage de regroupement au niveau des éleveurs et des exploitants pour améliorer leur pouvoir de négociation ou au contraire essayer de maintenir l'atomicité du marché, la proximité avec les consommateurs ? J'ai envie de dire que la France est quand même le pays de l'agriculture familiale, de l'unité de production à 1, 2, 3 individus. Alors, cette base-là, sans doute qu'elle est réalité depuis longtemps et elle a encore de l'avenir. Évidemment que socialement, c'est pas toujours simple à vivre, mais ce n'est pas avec un modèle de regroupement théorique et a priori, en tout cas avec la concentration, qu'on va s'en sortir. Non, je pense qu'il faut. Le problème, il est surtout un problème de revenus, il est un problème de conditions de vie, il est bien sûr un problème de prix. Si on s'accroche à ces problèmes-là, je pense qu'on va bien pouvoir trouver des solutions ensuite en termes sociaux, puisque le problème c'est effectivement essentiel que des exploitations ont du mal à vivre, donc elles disparaissent, donc les seuls qui restent se retrouvent plus isolés, et c'est ce mal-être global auquel il faut répondre, mais non pas par la concentration, mais par le repeuplement des campagnes, je pense. Et bien sûr, en termes ensuite de débouchés, les filières souvent ont du mal actuellement, mais de notre côté, beaucoup d'agriculteurs qui se sont engagés vers une commercialisation directe de leurs produits arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, la commercialisation directe, pour ceux qui nous écoutent, concrètement, c'est quoi ? C'est quand vous produisez, vous transformez et vous arrivez à vendre votre produit. Alors je ne veux pas dire que directement aux centrales d'achat ou soit directement aux centrales d'achat, soit à quelconque unité organisée, soit directement aux consommateurs. Et ceci n'est pas évidemment un modèle généralisable totalement et immédiatement, mais c'est quand même là des producteurs qui arrivent à largement tirer leur épingle du jeu. Thierry Pouche, on a vu avec la crise du lait et la crise de la viande bovine, puisque les deux sont un peu liés aussi, c'est parce qu'il y a crise du lait qu'on abat davantage de vaches qui, au départ, ne sont pas des vaches prévues pour être consommées en tant que viande. Et donc, on se retrouve effectivement avec une mise en concurrence avec d'autres races comme les charolaises, par exemple. L'abondance donc de cette viande aujourd'hui crée un trop-plein sur le marché. C'est lié à quoi d'après vous ? Est-ce que là aussi, il y a une question de structure du marché, du nombre d'exploitations ?
C'est-à-dire que sur le lait, il était décidé de sortir d'un dispositif qui avait été instauré en 84, les quotas laitiers, et que quelques années auparavant, un certain nombre de grands pays producteurs, notamment en Europe du Nord, avaient anticipé cette sortie des quotas laitiers et avaient donc augmenté les volumes de production. Le problème, c'est que ils se sont heurtés à partir de l'année 2014 à peu près à un retournement de la conjoncture mondiale, ce qui fait que les débouchés, notamment dans les grands pays importateurs, se sont un petit peu contractés. C'est ajouté par là-dessus l'impact de l'embargo russe, qui a fermé quand même ce débouché-là, avec un marché important, notamment pour les produits laitiers et la viande porcine. Mais en produits laitiers, il faut rappeler que la Russie est un des grands importateurs mondiaux de fromage. Donc du coup, les mécanismes concurrentiels ont un petit peu bougé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une abondance d'offres de lait et de produits laitiers face à une demande qui était en ralentissement. Donc en ce moment, la demande repart, il y a un manque important de matières grasses et donc c'est pour ça que le cours du beurre est reparti à la hausse. Mais sur les 2 ou 3 dernières années, l'anticipation de la sortie des quotas laitiers a provoqué une catastrophe parce que la conjoncture a été déphasée par rapport à la production qui a été souhaitée par un certain nombre de pays d'Europe du Nord. Jean-Christophe Bureau, la PAC pour 2020 est en cours de négociation. Est-ce qu'il faut remettre des quotas ? Il y a eu quand même pas mal de débats là-dessus. Il y a eu, je dirais pas un consensus, mais enfin un espèce d'accord pour sortir des quotas. Ça paraît assez difficile qu'on en remette parce que là on voit les effets négatifs, mais ils avaient des effets positifs qu'avaient les quotas, mais ils avaient quand même un certain nombre d'effets négatifs et à un moment donné on a pensé que comme ces quoi effets négatifs, déjà ça a quand même un peu bloqué la production européenne par rapport à d'autres pays. Ça, c'était un peu ce que reprochaient les pays d'Europe du Nord qui ont demandé beaucoup cette sortie. Après, il y a le fait que dès qu'on a un droit à produire, ce droit, il prend un peu de la valeur. C'est un petit peu comme les licences de taxi, si vous voulez. Du coup, les jeunes devaient les acheter. Donc, il y a eu, disons, moi, j'étais pas du tout pour la sortie des quotas, mais... Il y a eu un marché du quota. Certains pays ont fait un marché tout à fait officiel. En France, c'était plutôt un marché de location avec pas mal de contraintes. Mais disons que cette décision a été prise. À mon avis, on ne reviendra pas tellement en arrière. Par contre, là où il y a vraiment des marges de manœuvre, à mon avis, très intéressantes, c'est d'avoir davantage quand même de coordination pour éviter ce que Thierry Pouche disait, c'est-à-dire que lorsque il y a des perspectives favorables, tout le monde produit et là, les cours s'écroulent. On a, Christiane Lambert, mis en place un certain nombre de mesures. Le gouvernement a adopté des mesures l'an dernier pour soutenir notamment la trésorerie des exploitants agricoles. Il y a eu aussi des aides européennes en matière de maîtrise de la production de lait. Est-ce que ça a été efficace ? Le poids de la crise était tellement fort que la baisse de 25 à 30% de chiffre d'affaires dans les exploitations est très difficile à compenser. Les premières demandes étaient des demandes de trésorerie pour apporter une poire par la soif aux exploitations. Elles ont été servies avec beaucoup de délais, ça a été très long. Elles n'ont pas compensé la totalité, mais elles ont permis à certains de remettre à flot. Ensuite, il y avait des aides pour les crédits aussi. Il y a eu aussi des aides pour le refinancement. Les banques ont accompagné avec de la restructuration, des années blanches sous certaines conditions. Nous l'avons beaucoup développé, nous avons beaucoup travaillé pour le mettre en œuvre dans les départements, convaincre les agriculteurs de s'adresser justement à leurs banques et à ces cellules d'urgence. Fondamentalement aussi, nous avons beaucoup travaillé pour améliorer les prix. Parce qu'il y a certes les baisses de charges, mais il y a aussi la reconquête de prix. Et par exemple, ce que nous avons fait dans la loi Sapin 2, qui a été votée en fin d'année, fin novembre, nous avons essayé d'inverser la construction des prix agricoles. Jusqu'à maintenant, il y a en ce moment la négociation des prix entre les industriels et les distributeurs. Et puis les industriels se tournent vers les agriculteurs en disant, voilà, j'ai négocié cela, je ne peux vous verser que tel prix. Nous disons que si on veut se conserver des productions en France, des élevages dans des herbages, une production agricole de haute qualité, premium en quelque sorte, il faut des prix qui soient plus élevés. Et donc, il faut repartir des coûts de production français pour conserver cette agriculture haut de gamme, il faut qu'on arrive à répercuter les prix aux industriels et aux producteurs. Il y a un bel exemple que vous devez connaître, c'est qui le patron, le lait du consommateur. C'est une initiative née après la crise face à Lactalis, où nous avons dénoncé les prix toujours plus bas. Et nous avons dit, pour qu'un producteur vive, il faut qu'il puisse être payé aux alentours de 380 € tonne, 38 centimes. Et donc, il faut que le consommateur achète son litre de lait, 99 centimes. Le pari a été fait. Ils vendent 4 fois plus de lait un an après
qu'au début de l'opération. Donc les consommateurs nous suivent. Christiane Lambert, le fait que Xavier Belin, exploitant agricole du Loiret, ait aussi été le président d'un groupe agroalimentaire, est-ce que ça a joué dans la manière dont la FNSEA a abordé la question des industriels dans la transformation, qui est une question très importante dans la fixation des cours? Pas forcément. D'abord, la FNSEA, ce n'est pas que Xavier Belin. Il a été élu, réélu, réélu. Il est pleuré aujourd'hui parce que nous adhérons pleinement à cette vision d'une agriculture qui a besoin d'avoir des exploitations avec une rentabilité et des prix, mais nous avons besoin d'outils industriels. Moi, je suis producteur de porc. À la sortie de mon exploitation, mes porcs, aussi beaux soient-ils, je ne peux pas en faire grand-chose s'il n'y a pas un abatteur, quelqu'un qui le découpe, un salaisonnier, un boucher, un charcutier, puis un distributeur. Essayer de travailler davantage entre mon exploitation et l'industriel qui transforme mes animaux par contrat, avec de la contractualisation, c'est ce que prônait Xavier Belin. En filière, c'est ce qu'il prônait aussi, et ce qu'ils ont réussi à faire dans la filière des oléoprotéagineux. Juste en 2 minutes. Dans les années 70, les oléoprotéagineux, le colza, le tournesol, les pois ont été abandonnés par la politique européenne. Priorité aux USA. Eh bien, des combattants se sont pris en charge, des petits producteurs du Tarn, entre autres Jean-Claude Sabin, pour le citer, et ils ont construit cette filière. Tous les producteurs versaient quelques centimes pour alimenter une cagnotte chez Sophie Protéol, pour aller plus loin dans la transformation du colza. Ils ont inventé les biocarburants, le diester à partir de colza, les tourteaux que mangent mes porcs aujourd'hui, les tourteaux français, pas de soja OGM, que des tourteaux français. Et puis, ils ont acheté des marques. Ils ont acheté Le Sieur, ils ont acheté Puget, ils sont dans Matine également, les œufs, pour faire consommer leurs produits et pour aller au plus loin possible de la création de valeur, parce que c'est là que se fait la réalité de la valeur. C'est pas mes porcs à moi tout basique, c'est lorsqu'il y a des marques sur ces produits que la valeur est générée. Le colza, son prix a été multiplié par 3,5 à 4 sur l'espace de 20 ans. Donc oui, la filière colza a rendu vraiment service à la France. Michaël Iribarren, sur le rôle justement des industriels dans la transformation et dans la fixation du prix. Est-ce que vous estimez, vous, que les syndicats agricoles ont fait tout ce qu'il fallait justement pour pouvoir, d'une certaine manière, faire pièce et inverser le rapport de force? Je pense que je reviendrai aux propos précédents et en particulier à la disparition des quotas. Ils étaient, aussi imparfaits soient-ils, la démonstration d'une maîtrise de la production, d'une tentative d'adéquation entre l'offre et la demande. Je crois que c'est d'abord cette politique-là qu'il faudrait pouvoir retrouver, une vraie maîtrise de la production et ensuite une répartition de cette production. Nous, c'est en tout cas ce que nous prônons. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose à laquelle nous avons affaire. Ce sont des producteurs face à des industriels en général et on a récemment vu, par exemple, sur la filière laitière, des industriels comme Lactalis qui décidaient de ne plus collecter certains producteurs. Alors, on arrive à leur faire recollecter ou on arrive à trouver quelqu'un qui prend leur lait, mais pour ce qui est du prix, c'est aujourd'hui, les réalités sont infiniment en dessous du prix de revient, on l'entend. Et pour vous, aujourd'hui, c'est le rôle de l'État, de la puissance publique, qu'elle soit à Paris ou à Bruxelles, de fixer ces prix ou de contraindre, en tout cas, les industriels ? Pour nous, le rôle de l'État, c'est de se préoccuper de l'alimentation des citoyens, de l'alimentation des Français dans ce cas-ci. Aujourd'hui, l'alimentation est infiniment déconnectée de la production agricole. Je pense que c'est le rôle des politiques de se préoccuper de savoir ce que mangent les concitoyens. Ça n'empêche rien au choix de chacun de ceux-ci. Et puis, derrière, ça veut bien sûr dire qu'ils sont responsables et nous travaillerons avec eux pour définir les politiques agricoles dans l'intérêt de l'alimentation. Et ils ne le font pas suffisamment, les politiques. Il y a eu quand même l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Il y a eu quand même ces dernières années un certain nombre d'avancées. On a vu des crises sanitaires, les politiques réagir en général de manière assez rapide quand c'était le cas de l'État. Alors le principe de précaution, bien sûr, nous le défendons et il a été menacé dans les accords de libre-échange où il est en permanence plus ou moins menacé dans tous ces accords mondiaux. Mais nous, c'est tout à fait autre chose. Pour nous, l'alimentation, c'est ce que mangent au quotidien les consommateurs. Or, ce qu'ils mangent aujourd'hui, ce qu'ils achètent dans les rayons, est très loin du produit qui est sorti de la ferme. Si on prend le lait comme exemple, évidemment, entre 1 litre de lait produit par une vache et s'il a été produit à l'herbe qui plus est, d'une grande qualité forcément, on n'en retrouve quasiment rien au niveau d'un yaourt ou d'une brique de lait. Donc le problème, il est d'abord là pour nous.
On va y revenir dans un instant et on traitera la question de la grippe aviaire qui est effectivement la grande question qui nous intéresse à l'avant-veille de l'ouverture de ce salon de l'agriculture. Dans un instant, restez avec nous pour la deuxième partie du débat tout de suite.